bonjour à tous. Notre artiste d'aujourd'hui s'appelle Jacques Bousseau, sculpteur né en Vendée, sculpteur oublié aujourd'hui et dont le talent fut pourtant fort applaudi à la cour des rois de France et d'Espagne au XVIIe siècle. Et avec nous pour nous rappeler sa mémoire aujourd'hui et pour nous apprendre son œuvre, Marc Gilbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association... Je suis membre. Membre de l'association Chavagne Présence du Passé. Et vous êtes surtout auteur de ce livre qui est paru récemment, Jacques Bousseau, sculpteur des rois de France et d'Espagne. Parce que Jacques Bousseau, ce sculpteur si célèbre au XVIIe siècle, est né dans votre commune, à Chavagne-en-Paillé. Et moi, je l'ai découvert grâce à votre livre, parce que comme beaucoup de Vendéens, je n'avais jamais entendu parler de ce sculpteur. Dont l'histoire de vie est elle-même très belle, parce qu'il est né dans une famille où personne ne savait ni lire ni écrire, dans une famille très pauvre. Et je vous laisse nous dire dans quelle famille il est né, justement. Alors, c'est un peu... Cette histoire de Jacques Bousseau, c'est un peu un conte de fées. Il est né dans une famille de 6 enfants, il était le 5e. Ses parents étaient laboureurs chez un propriétaire et il est né dans un village qui se situait à 4 km du bourg, donc assez loin de toute animation. Et toute son enfance, il l'a passée à la ferme, sans doute à garder les troupeaux, et jusqu'à l'âge de 12-13 ans, il a trouvé une passion, c'est-à-dire il aimait prendre des morceaux de bois et les sculpter avec son couteau. Et il faisait avec ces gros morceaux de bois soit des statues, soit des visages, soit des animaux. Et beaucoup de personnes s'étonnaient un petit peu de ces dons. D'autant plus qu'il faisait aussi, je crois, les portraits des villageois. C'est ça, voilà. C'est ça, de ses voisins. Un jour, quand l'évêque est venu faire sa visite pastorale, comme il venait tous les 3-4 ans, le curé a présenté le jeune enfant et ses réalisations à l'évêque, qui a été émerveillé de ses talents et qui a tout de suite contacté ses parents pour leur demander s'ils ne voudraient pas envoyer leur fils à Paris pour suivre des études de sculpture. C'était un évêque artiste, oui, alors ? Sans doute aimait-il tout ce qui était beau. Alors, les parents ont accepté, malgré qu'il n'ait pas d'argent, donc c'est sans doute pas lui qui a payé les déplacements et les études, c'est sans doute l'évêque. Et là, nous étions à peu près dans les années, quand il est parti de Chavagne, c'était dans les années 1695. Il avait entre 12 et 15 ans. Et il n'est jamais revenu à Chavagne. Ah oui? Non, on n'a pas de trace qu'il soit revenu à Chavagne. Et ensuite, il est donc parti à Paris. Et il a suivi des cours de sculpture. C'est le sculpteur le plus célèbre de l'époque, était Nicolas Coustou. Et il a réussi à obtenir le premier prix de sculpture. Et ce premier prix, qu'on a appelé plus tard le Grand Prix de Rome, permettait aux lauréats de partir 3 ans à Rome aux frais du roi pour se perfectionner dans son art. Là, nous sommes au tout début des années 1700 environ. C'est ça. Oui. Il a obtenu le prix de Rome dans les années 1705. Il est parti à Rome un petit peu plus tard. Il a fallu attendre 3-4 ans parce qu'il y avait des problèmes entre le Vatican et la France. Et il est resté 3 ans là-bas où il a appris à sculpter et à perfectionner son art. Il est revenu ensuite en France et pour devenir membre de l'Académie de peinture et de sculpture, il fallait réaliser un morceau d'agrément. Et il a réalisé ce qui est pratiquement son chef-d'œuvre, c'est le soldat bandant son arc.
C'est une petite sculpture en marbre qui n'est pas très haute, qui fait seulement 90 cm. Et d'ailleurs, le Conseil général de la Vendée en a obtenu une reproduction en bronze qui est actuellement au Mémorial des Lucs. Exactement. Et je crois, vous m'avez dit avant l'émission qu'une de ses œuvres se trouve également au Louvre, je crois. Oui, alors il a donc cette œuvre au Louvre. Il en a une autre au Louvre, c'est Aîné. Et ensuite, il a des œuvres qu'il a réalisées dans sa vie de sculpteur pendant qu'il était en France. Il a des œuvres telles que la Magnanimité des Princes qui se trouve dans la chapelle de Versailles, la Religion qui se trouve aux Invalides. Il a... À Notre-Dame aussi, il en a une, il en avait une à Notre-Dame, mais qui est partie après. D'accord. Qui n'y est plus actuellement. Alors donc il a fait. Alors au départ, il travaillait souvent à plusieurs, parce qu'il a terminé des œuvres qui étaient commencées par d'autres artistes. Comme très souvent à cette époque-là. Oui. Nous sommes en plein 18e, les artistes travaillent tellement ensemble que parfois on ne sait même plus qui, dans une même œuvre, exactement, qui est l'auteur. C'est ça, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans ses œuvres quand il les a réalisées en Espagne. Et alors, il est devenu professeur à l'Académie royale de peinture et de sculpture, et donc il a continué à travailler pour le roi et pour des différents mécènes. Il a réalisé aussi, ce qui est important, qui sont à Choisy-le-Roi, deux sculptures de Saint-Maurice et Saint-Louis, qui y sont toujours. Il avait aussi réalisé le maître-autel de la cathédrale de Rouen, mais qui a disparu puisqu'il a été vandalisé à la Révolution française. Nous avons vu passer beaucoup de ces créations françaises et espagnoles. Nous en parlerons dans un moment de son voyage en Espagne. Je vous ai coupé parce que j'ai trouvé dans notre livre l'image du soldat bandant son art qui se trouve donc au musée du Louvre, qui est l'œuvre avec laquelle il se fait en fait connaître et grâce à laquelle il devient sculpteur du roi de France. Exactement. Voilà, j'en profitais pour la montrer donc à la caméra dans le livre. On ne la voit pas très bien avec les reflets. Je voulais revenir aussi, avant de revenir à sa vie et à pourquoi il est en Espagne à la cour du roi et comment cela se passe, j'avais envie de revenir un peu sur le début de votre livre, sur l'enfance, parce que j'ai bien dit que Jacques Bousseau était notre invité d'aujourd'hui dans Portrait d'artiste, mais en même temps, en lisant votre livre, j'ai découvert que vous aussi, vous avez un joli talent d'écriture, parce que vous savez, les livres, je vous le disais avant l'émission, les livres de cette facture-là peuvent parfois être ennuyeux. Et le vôtre n'est pas, parce qu'il remet la Vendée dans ces années-là, mais d'une manière très simple et très lisible. Oui, je ne suis pas d'une culture littéraire. Alors je voulais vous demander, voilà, c'est vous qui avez écrit le livre vous-même, qu'avez-vous fait avant pour l'écrire? Avez-vous fait des recherches? Avez-vous déjà écrit des livres ou des articles? Non, c'est le premier. Comment est né ce livre? C'est le premier, mais comme je fais partie de cette association et que Bousseau, en fait, qui était oublié, est revenu à la mémoire des habitants, notamment de Chavannes, il y a à peu près 40 ans, on s'est dit pourquoi on ne rechercherait pas un petit peu la vie de ce sculpteur. Et on a recherché avec plusieurs autres membres de l'association toute la généalogie de Bousseau et toutes ses œuvres. Et c'est ce qui a permis de travailler un petit peu sur sa vie, son enfance, où on en a décrit un petit peu comment il vivait, comment les gens de bocage vendéens vivaient à cette époque-là. On a même des photos dans le livre sur les paysans, sur Chavagne, à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, sur les paysans. Je ne sais pas si on les voit à l'image, mais sur toute la vie en fait, la vie vendéenne à cette période-là. Et puis c'est amusant votre manière de décrire les choses, de décrire les coutumes, les traditions. Ce père de famille, le père de Jacques Bousseau, qui dès la naissance du bébé le prend dans les bras avec les deux voisins et va l'amener chez le curé pour le faire baptiser le jour même. C'est très joliment écrit. Et donc, je ne le saurais pas alors. Vous n'êtes pas prof, vous n'êtes pas... Je suis ancien prof, mais de mathématiques. Des maths, vous allez changer mon regard sur les maths, monsieur. C'est pour ça que je disais, je n'ai pas un profil
très littéraire. C'est pour ça que j'ai essayé d'écrire le plus simplement possible. Ben, c'est ça qui est bien, parce que c'est simple, c'est clair, on comprend tout. Et on comprend aussi que vous avez fait un gros travail de recherche, parce que ces années-là, ce sont des périodes sur lesquelles on a assez peu de documents, généralement. Non, on n'avait pas de documents, non. Et là, on retrouve plein de choses. Oui. Vous n'avez pas été seul pour vous attacher à cette tâche-là, parce que toute la première partie de l'ouvrage, on était j'étais notamment avec un ami, Monsieur Jean Meunier, qui m'a aidé à retrouver toutes les coutumes locales et toutes les coutumes qu'il y avait chez les laboureurs, parce qu'on disait les laboureurs à cette époque-là, et non pas les paysans, qui travaillaient à cette époque-là. Et vous n'en écrirez pas un autre après? Non, je ne crois pas. Pour l'instant, c'était assez de travail comme ça. Et donc, on disait que, juste avant cette petite pause pour découvrir vos secrets d'écriture, on disait que Jacques Bousseau se fait connaître à la cour du roi de France, et ensuite, il part en Espagne, et c'est presque là qu'il atteint le sommet de sa gloire artistique. Exactement. Oui, parce que Bousseau a été sculpteur du roi de France, et c'était à l'époque Louis XV. Il a débuté un petit peu sous Louis XIV, mais c'est surtout Louis XV. Et en Espagne, le roi était Philippe V, qui était le petit-fils de Louis XIV, et qui avait été élevé au château de Versailles et au château de Marly. Et il était mélancolique de son pays. Voilà, il était un petit peu de caractère, c'est vrai, un petit peu de caractère, un petit peu neurasthénique, mélancolique, et il voulait créer en Espagne son petit Versailles, donc avec son château et ses jardins. Et ses sculptures. Et ses sculptures, et on retrouve une similitude en Espagne et à Versailles. Et pour cela, il a fait venir des jardiniers de France, mais aussi des sculpteurs. Et notamment, le plus grand à cette époque-là, c'était René Frémin, et qui a travaillé dans une quinzaine d'années à agrémenter les jardins de San Ildefonso, qui se trouve près de Ségovie. C'est là qui sont les jardins de la Rangra. Et ensuite, le roi Philippe V a appelé Jacques Bousseau. Jacques Bousseau avait déjà 6 ou 7 enfants en bas âge, et ça lui faisait peur un peu de partir en Espagne. Il voulait partir, mais pas trop longtemps. En fait, il est parti en 1737, il y est resté 3 ans, et pendant ces 3 ans, il a travaillé d'arrache-pied, parce que il a travaillé sur le marbre, sur ses sculptures. Pour connaître, je vous coupe, mais il ne faut pas qu'on raconte tout le livre. Pour connaître l'histoire, la suite de l'histoire, de la fabuleuse histoire de Jacques Bousseau en Espagne, où il est mort, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas revenu en France, il faut découvrir votre livre, que je conseille à nos téléspectateurs. Il coûte 24 €, on le trouve un peu dans toutes les librairies de Vendée, et évidemment auprès de l'association Chavagne Présence du Passé. Merci infiniment, bonne continuation. C'est moi qui vous remercie.